Avant de commencer, petit rite de passage pour ma première sur YouTube, le disclaimer. Surtout sur ce sujet qui est assez controversé, et vous comprendrez plus tard pourquoi. Je tiens à préciser que cette capsule ciblera exclusivement, et je dis bien exclusivement, le rap français représenté sous une certaine forme, que j'appellerai pour plus de clarté avec vous, le rap 2.0. Un rap englobant différents artistes aux productions étrangement similaires, concernant les instrumentaux, les paroles et même les stéréotypes. Ce n'est donc pas la peine de venir dépenser de l'énergie dans la section commentaires afin de me signaler que je n'ai pas écouté tel ou tel artiste et donc que par conséquent, je n'ai rien compris à ce genre musical. Vous remarquerez au fur et à mesure de l'écoute que ce n'est absolument pas le sujet, tout en sachant qu'il existe des exceptions à tout. Cela exclut par conséquent les revendications antérieures de certains rappeurs, tels que MC Solar, ou d'autres beaucoup plus vindicatifs, mais qui faisaient sens. Ces personnes, ayant gardé dans leur travail les notions de logos, ethos et pathos. Retenez bien, car j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai également conscience qu'il existe encore des artistes dans cette veine en 2025, mais ils ne seront pas concernés par cette capsule. Je ne suis pas ici dans l'optique d'une analyse purement musicale, mais plus sociologique et un peu philosophique. Point important, et non des moindres, le but de cet enregistrement n'étant pas de stigmatiser les auditeurs, mais plutôt de pousser à la réflexion et à la responsabilité individuelle. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. On ne peut pas nier qu'en 2025, le rap français est omniprésent, que ce soit à la radio, sur les plateformes de téléchargement, les réseaux sociaux, mais également au programme de toutes sortes d'événements musicaux. Qu'on le veuille ou non, il est indéniable de constater qu'il est devenu le genre dominant, s'imposant au détriment d'autres styles, pourtant très présents dans le paysage musical il y a encore quelques années, comme la variété française ou même la pop. Mais ce qui peut interpeller, c'est que ce rap mainstream 2.0 ne ressemble plus vraiment à sa genèse comme je l'ai expliqué plus tôt. Il s'est transformé. Aujourd'hui, il semble, sous couvert d'un simulacre de révolte populaire, n'être qu'un immense concours de punchline, c'est-à-dire un enchaînement de phrases chocs et simples à comprendre, parfois même réduites sous forme de slogans. Ce rap, à la sauce TikTok, qui privilégie avant tout l'émotion brute au détriment de la réflexion, peut ici nous amener à une analyse plus profonde sur le fonctionnement de notre société. Commençons par quelques idées de pistes à explorer. Comment le rap en est-il arrivé à cette situation ? Quelle place lui est réellement réservée dans notre culture ? Et surtout, quelles sont les conséquences de cette évolution musicale sur notre société ? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui, ensemble, à travers cette capsule. Premièrement, ce qui saute aux yeux quand on analyse un tant soit peu les paroles des tubes les plus populaires, c'est que le but n'est apparemment pas de chercher à construire un discours profond, ou même à développer des idées sur un thème précis, mais à frapper fort, vite, et très simplement, peut-être même trop. On peut constater qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau intellectuel élevé pour saisir ces textes, qui jouent davantage sur l'émotion immédiate que sur la réflexion, mais plutôt d'avoir les bonnes références. Ceci étant aidé par l'utilisation régulière d'onomatopées, de mots ou expressions issus du vocabulaire des jeunes de quartier, ou même d'autres langues, en particulier l'arabe et l'espagnol. Le tout énoncé de façon aléatoire par une voix robotique engendrée par l'utilisation outrancière d'autotune. J'ai immédiatement fait le lien avec la théorie d'Aristote sur la rhétorique, qui repose sur 3 piliers, le logos, le pathos et l'éthos. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Le logos, c'est la logique, l'argumentation rationnelle. Le pathos, c'est l'émotion, la capacité à toucher par les sentiments. L'éthos, c'est la crédibilité, le caractère moral de celui qui parle. Or,
dans ce rap 2.0, on ne peut que constater que le logos est quasiment absent. Le pathos, lui, domine indubitablement, quant à l'éthos, il est souvent flou, ou même contestable concernant les références utilisées ou même le ton employé. Ce qui pose question sur les modèles proposés aux jeunes générations, mais nous y reviendrons encore une fois plus tard. Ce phénomène de déséquilibre rhétorique s'inscrit dans un contexte global de nivellement par le bas. Plus largement, la culture en 2025 se réduit souvent à la consommation rapide et superficielle comme la nourriture des fast-foods. On peut citer pour exemple la télé-réalité, les influenceurs et autres stars éphémères. Comme l'avait prédit Andy Warhol en 1968, à l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. Cette idée sonne comme un glas pour la méritocratie culturelle, remplacée par une consommation massive de contenu adapté à un temps d'attention toujours plus court. Avec l'essor du fameux TikTok, le contenu est réduit à son expression la plus concise. Les formats abrégés deviennent la norme, favorisant un appauvrissement du discours et une paresse intellectuelle collective. Je peux vous donner comme exemple concret le compte d'Abrège Frères que je vous invite à aller visiter pour vous faire votre propre opinion. Dans ce contexte, il devient difficile d'opposer une critique construite au rap. En effet, comme vous vous en doutez, depuis son origine, il est porté par des artistes issus majoritairement de l'immigration et des milieux populaires, ce qui rend toute critique potentiellement suspecte, surtout dans un contexte politique brûlant. Cette réaction rappelle un comportement que l'on observe aussi dans d'autres domaines, tels que l'art contemporain ou le street art, où les jugements critiques sont parfois assimilés à des attaques de mépris de classe ou identitaire, le fameux classisme dont vous avez probablement déjà entendu parler. Voilà donc le paradoxe. Le rap, s'imposant de plus en plus comme une culture dominante, échappe souvent à la critique argumentée et donc enfermant le débat dans des impasses idéologiques. Pour aller un peu plus loin, je vous propose une typologie des auditeurs. Effectivement, afin de mieux appréhender la place qu'occupe le rap aujourd'hui, il peut être intéressant de s'intéresser aux auditeurs, car le nombre d'écoutes ou streams ne trompe pas. Si je me réfère au Top France Spotify de la première semaine de juin 2025, je retrouve sur 50 morceaux présentés, 42 appartenant à la catégorie rap français, 2.0 mainstream, on s'entend bien. J'ai relevé 4 grands profils types que je mettrai pour plus de fluidité au masculin, mais bien entendu les femmes sont également concernées. Il ne s'agit pas non plus de mettre les gens dans des cases, mais simplement d'identifier des tendances sociales. Et comme je le dis, les exceptions existent. Alors, la première catégorie, je l'ai nommée le fan hardcore. C'est celui qui connaît tous les sons, qui va au concert et qui se sent pleinement représenté par ces artistes. Ce sont majoritairement de jeunes hommes entre 15 et 30 ans. D'ailleurs, nous reviendrons plus tard sur l'ambiance lors de ces concerts car c'est extrêmement intéressant. Il ne consomme pas seulement la musique, mais il vit une appartenance, une fidélité presque tribale. Ensuite, nous avons le conformiste. C'est un profil d'adolescent, souvent un collégien, un lycéen. Il écoute ce que tout le monde écoute, mais sans grande conviction, simplement pour ne pas être à contre-courant et risquer les moqueries ou même parfois pire. Ce rap 2.0 étant devenu la norme pour les jeunes, ils s'y plient sans toujours y réfléchir. Ce n'est pas une adhésion profonde, mais plutôt un mimétisme social, comme on a pu le vivre dans les années 2000 avec certains groupes de rock. Puis,
il y a le caméléon, qui est très intéressant. Il s'agit souvent d'une personne cultivée, CSP+, presque toujours de gauche et souvent bobo assumé. Il écoute du rap pour se donner un air subversif, se connecter à une culture qu'il perçoit comme populaire. C'est une forme de posture, se montrer ouvert, sans pour autant se confronter à la réalité que ce rap exprime. Une manière de le consommer comme un produit culturel, exotique, presque folklorique. Et enfin, le festif. Lui, il écoute ça comme on écoute Francky Vincent ou Patrick Sébastien lors d'un mariage, avec beaucoup de second degré, parfois même de l'ironie bienveillante. Ce profil le consomme comme une bande-son légère pour les soirées ou événements, sans vraiment d'implication idéologique. Pour résumer cette petite typologie, ce qui est frappant, c'est que ces 4 profils n'ont pas grand-chose en commun, mais ils cohabitent dans un même phénomène culturel. Et cette pluralité d'usages fait aussi la force de ce rap 2.0 mainstream, car il est devenu à la fois universel et populaire, mais pourtant l'objet de bon nombre de polémiques. Inutile de tourner plus longtemps autour du pot. Aujourd'hui, le rap ne se contente plus d'exister en tant que courant musical, il domine. Il est partout. Il est devenu la bande-son de toute une génération. Il est promu sur le réseau social préféré des jeunes, TikTok, utilisé dans les publicités, intégré dans les playlists de beaucoup d'auditeurs et de lieux publics. Il ne s'agit plus ici d'une culture underground, mais d'une culture dominante. Et c'est bien là que le débat devient intéressant, car ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est que le rap est bien plus qu'un genre musical en 2025. Car cette hégémonie, loin d'être neutre, véhicule des valeurs, des codes, des imaginaires, souvent à l'opposé de ceux sur lesquels s'est construite la culture française, et même la culture occidentale à la base. Nous avons évoqué la forme tout à l'heure, mais nous n'avons pas encore évoqué le fond. Et nous allons corriger ça de suite. On y retrouve la glorification de l'argent facile, la consommation de produits illicites, en toile de fond, en particulier les herbes de Provence, je ne peux pas dire sur YouTube, des propos misogynes, banalisés et des relations interpersonnelles bafouées, mais surtout une agressivité normalisée, voire même esthétisée. Derrière ces punchlines apparemment anodines, ce sont de véritables récits de clans, une glorification déguisée de la loi du plus fort, d'exclusion de celui qui ne fait pas partie de la meute et du droit implacable à lui manquer de respect, qui sont diffusés ici encore et encore. On n'a rien à envier au western spaghetti, mais malheureusement, nous sommes dans la réalité. Et ce qui interroge, c'est le silence autour de cette dérive. Car toute tentative de critique est perçue comme soit élitiste, soit dépassée, voire le mot en R que je ne peux pas non plus citer sur YouTube. On remarque d'ailleurs, comme on l'a évoqué précédemment, une confusion entretenue. Critiquer les paroles d'un morceau ou son message devient, d'après certaines lectures, une attaque envers une origine ou une catégorie sociale. Comme si remettre en question un contenu, c'était automatiquement rejeter celui qui l'a produit dans son intégralité. Cette réaction émotionnelle rend le débat extrêmement difficile et empêche toute forme de recul et même d'objectivité. Pourtant, il ne s'agit pas de blâmer la subversion. Il existe des formes artistiques, comme le métal par exemple, qui reste malgré les années un genre de niche et qui n'a jamais réussi à prendre l'ampleur de ce rap. On peut aussi évoquer une utilisation de l'argot chez des artistes renommés, tels que Renaud ou Serge Gainsbourg pour ne citer que. Néanmoins, ce rap joue avant tout sur l'émotion brute, mais rarement vu les thèmes évoqués de façon positive ou même constructive. Ce n'est plus une œuvre musicale,
qu'on peut écouter en entier, c'est un enchaînement aléatoire de mots, de thèmes, et souvent, force est de constater, que ça devient extrêmement répétitif. D'ailleurs, même les instrumentaux, ou beats, comme on les appelle dans le milieu, se ressemblent très très souvent comme des jumeaux monozygotes. Également les voix avec l'utilisation quasi systématique d'autotune, qui rend d'ailleurs souvent inaudible la majorité des paroles pour un novice en la matière. Et cela nous amène à une autre question fondamentale. Quel impact cela a-t-il sur notre rapport à l'art, à la langue, mais surtout à la pensée? Ce qui frappe aujourd'hui, au-delà du succès du rap en tant que phénomène musical, c'est l'appauvrissement progressif de notre rapport à la complexité. Autrefois, une chanson pouvait être un poème. Elle nous invitait à réfléchir, à ressentir des émotions sur plusieurs niveaux d'intensité. Il y avait des métaphores, des doubles lectures, parfois même des références littéraires et philosophiques. Aujourd'hui, ces nuances se raréfient. Le langage s'est raccourci et les structures se sont simplifiées. Même dans notre vie de tous les jours, on peut remarquer que le langage soutenu est peu fréquemment utilisé et souvent par une élite. D'ailleurs, fait assez troublant, on a pu également remarquer que beaucoup de personnes issues des classes les plus élevées de la société se mettaient à utiliser un langage familier, voire de l'argot de banlieue. Par exemple, on a pu le remarquer avec la démocratisation du mot « wesh ». Ceci témoigne d'une tendance beaucoup plus profonde, la désaffection pour le langage en tant qu'outil de pensée. Quand on réduit le vocabulaire à des mots simples, ou même pire, des onomatopées, on réduit aussi la capacité à formuler des idées complexes, et par conséquent à penser de manière nuancée. Or, la nuance est ce qui permet de faire la différence entre une opinion et un réflexe, entre intuition et raisonnement. Le rap que nous avons décrit depuis tout à l'heure a pour unique but de faire des streams. De l'argent, donc, évidemment, il s'adapte à la tendance. Après, est-ce qu'il est la cause de cet appauvrissement du langage? Personnellement, pour être honnête avec vous, je ne pense pas. Car ce type d'évolution est souvent multifactoriel. Mais en tout cas, il y contribue grossièrement. Plus on s'habitue à des messages simples, directs, binaires, moins on est préparé à affronter des sujets complexes, ambigus, voire même dérangeants. La pensée se fragmente, l'écoute aussi, et peu à peu nous perdons le désir d'aller au fond des choses. J'ai trouvé à ce sujet des travaux de spécialistes qui établissent un lien entre cette lacune et la propension à la violence chez les jeunes. Le pédopsychiatre Maurice Berger souligne que le manque de vocabulaire chez les enfants et adolescents peut les empêcher d'exprimer leurs émotions et frustrations de manière verbale, les conduisant ainsi à des comportements de plus en plus violents. Il insiste sur l'importance d'un apprentissage précoce du langage pour prévenir ces situations. De son côté, le linguiste Alain Bentolila affirme que de nombreux jeunes Français disposent d'un vocabulaire très limité, ce qui entrave leur capacité à résoudre pacifiquement les conflits. Selon lui, cette carence linguistique les pousse à recourir à l'agression comme moyen d'expression. Ces analyses mettent donc en évidence l'importance d'un développement linguistique adéquat dès le plus jeune âge, afin de favoriser des interactions sociales pacifiques et prévenir les dérives. Ces analyses auront une importance dans la dernière partie, dans laquelle nous embarquons immédiatement. Parmi les stéréotypes récurrents du rap 2.0, il y a une expression de masculinité profondément marquée par le désir de domination, incluant des comportements à risque et un goût affirmé pour le conflit. Ces stéréotypes jouent désormais un rôle important dans l'affirmation de soi chez les plus jeunes, en particulier chez les hommes, car ce sont les premiers consommateurs de rap en général. Sachant que plusieurs études en neurosciences, notamment celles menées par le docteur Jay Gidd du National Institutes of Health,
ont prouvé que le cortex préfrontal du cerveau n'était pas totalement formé avant l'âge de 25 ans. Celui-ci étant responsable des fonctions exécutives telles que la planification, la prise de décision, le contrôle des impulsions ainsi que la régulation des émotions. Pour ce qui est de la masculinité toxique, le cliché s'impose souvent dans les clips, celui d'un homme bling-bling, étalant ses possessions, craint par son entourage et surtout de ceux qui ne font pas partie du clan. Un homme qui se définit par sa capacité à dominer, tel un chef de meute sans foi ni loi. Et cette vision n'est pas sans conséquences. Récemment, il y a eu un concert de Jul au stade Vélodrome, où il y a eu énormément de débordements et d'incivilités, résultant à l'arrestation de 33 personnes. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous ai mis les vidéos en barre de description. Également, les émeutes ayant eu lieu lors de la victoire du PSG à Paris. Force est de constater que le comportement des jeunes casseurs, dont la façon de s'exprimer et d'agir correspond de manière caricaturale aux stéréotypes du fan hardcore évoqués dans la seconde partie. On fige donc les rapports humains dans une logique de domination, non de dialogue, car de toute évidence, il n'y en a plus. Et en filigrane, elle instrumentalise également la figure féminine. Une femme dans cet univers n'est plus un sujet, elle devient un décor, une récompense, parfois même une menace ou un obstacle. Elle est rarement valorisée, ou alors dans le rôle de la mère, ce qui n'empêche pas d'insulter celle des autres. Ce traitement n'est pas nouveau dans la culture populaire, mais ce qui frappe ici, c'est l'absence de second degré, et surtout la récurrence des clichés. Or, ce que l'on répète sans réfléchir, finit par s'ancrer plus ou moins inconsciemment dans le cerveau. Et souvenez-vous des études que je vous ai citées précédemment sur les jeunes. Il va sans dire que ce que l'on consomme façonne notre perception du monde, surtout si c'est de façon quotidienne. Et cette masculinité déformée, présentée comme un modèle à suivre, impacte non seulement les jeunes garçons qui s'y identifient, mais aussi les jeunes filles. Et ils finissent par se retrouver malgré eux, impliqués dans des relations toujours plus toxiques. Avec tous ces éléments, on commence à comprendre que ce n'est pas seulement une affaire de goûts musicaux. Et quand le goût est fondé sur le conflit, l'agressivité, le mépris, la compétition outrancière et l'hypersexualisation, il devient difficile d'imaginer des rapports sains entre les gens. La culture façonne les comportements, et derrière un son en soirée, il y a parfois une idéologie, un imaginaire, une manière de voir l'autre et de se voir soi-même qui mérite d'être interrogée. Pour conclure, ce que révèle ce phénomène musical, c'est avant tout une perte de profondeur, qui engage également notre rapport au temps. De par la beauté de la contemplation, l'assimilation des concepts, en particulier de la construction d'une personnalité unique, brique par brique, grâce au travail de la pensée. Or, au vu de tout ce que nous avons évoqué précédemment, nous nous inscrivons plutôt dans une logique d'immédiateté, un phénomène qui dépasse largement le champ musical. Ce fonctionnement n'est pas anodin. Il façonne nos attentes, nos capacités d'attention, jusqu'à même notre perception du monde. Car comprendre le monde demande du temps, par des acquis d'expérience. Cela demande du silence parfois. Et c'est peut-être ce qui nous échappe le plus aujourd'hui. Cette capacité à prendre le soin de vivre l'émotion, sans volonté d'immédiateté ou même de rentabilité. La culture, première victime de ces changements, est devenue jetable et sans valeur symbolique durable. On se souvient de la citation prophétique d'Andy Warhol. Mais ce qu'il annonçait, ce n'était pas une démocratisation de la reconnaissance des capacités de tout à chacun, ce qui aurait été hypocrite de sa part. Car il faut se rendre à l'évidence. Être artiste, c'est souffrir. C'est un don de soi, de son âme, souvent lié à une vie marginale, un peu comme la politique, mais
de manière différente. Se prétendre artiste, c'est déjà se donner une immense responsabilité, celle de changer le monde sans armes, autre que sa propre créativité. Or, la prophétie nous annonçait plutôt la fin de la méritocratie culturelle, l'entrée dans un monde où l'apparence remplace la profondeur, où la célébrité devient indépendante de tout gage de qualité, une véritable rupture culturelle à laquelle chacun de nous participe, souvent inconsciemment. Et peut-être qu'une prise de conscience pourrait marquer le début d'une autre forme de rapport. Ce que nous venons d'observer ici nous pousse à ouvrir les yeux sur une réalité amère, celle du nivellement par le bas de notre société. Un glissement progressif des mœurs insidieux, qu'il en fut presque perceptible, ce qui pourtant ne fut pas le cas des progrès technologiques, si intimement liés aux mouvements sociaux et sociétaux de ces dernières décennies. Néanmoins, la simplification extrême via des raccourcis émotionnels par des contenus formatés pour être consommés, puis simplement oubliés, nous ont totalement brouillé le cerveau. Le rap, tel que nous l'avons décrit ici, n'est pas un problème en soi s'il est pris seul. Il devient problématique parce qu'il est l'un des symptômes d'une société déjà très en souffrance, un mal qui ronge, une perte de repères, une envie de changer le monde sans vouloir pour autant agir, se complaire dans la médiocrité et surtout ne pas vouloir agir concrètement, avec intelligence et courage, mais également avec créativité et idéalisme. Ce qui pourtant avait toujours été l'apanage de la jeunesse est devenu son plus grand fardeau. On la prive de plus en plus chaque jour des outils qui pourraient lui permettre de créer l'avenir. Pourtant, dans ce paysage saturé et bétonné qui nous entoure, il suffit parfois de relever la tête pour prendre un tout petit peu de hauteur. Dans le ciel, qu'il fasse jour ou nuit, subsiste le soleil, même caché derrière les nuages, ou sur l'autre hémisphère. Mais il y a surtout les étoiles, ces fameuses stars, peut-être nous, qui sait, mais surtout notre libre arbitre et la capacité de chacun à choisir le contenu qu'il souhaite consommer. Il est peut-être temps de se souvenir que le talent n'est pas un accident, qu'il ne se réduit pas à ce fameux quart d'heure de gloire. Le talent se travaille, s'affine, se polit et surtout se construit dans la durée. C'est peut-être là l'enjeu principal, réhabiliter la méritocratie artistique, donner de la force aux personnes qui le méritent, retrouver la valeur du travail bien fait, mais pas vite fait, et surtout la recherche sincère d'authenticité. Et ce pouvoir-là, nous l'avons tous en nous, dans notre humanité, celle qui nous distingue des autres espèces, par notre cœur, notre cerveau et surtout notre âme. Alors voilà, cette capsule se referme ici, même si il y a encore beaucoup à le dire, je vous accorde. Le temps m'étant limité, j'ai essayé de synthétiser au mieux mon analyse. Malgré tout, elle ouvre, je l'espère, un espace intérieur en vous, de réflexion, peut-être de doute, et je l'espère surtout d'espoir. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, me laisser un commentaire, ainsi que vous abonner. Sachant que la chaîne débute, je compte publier du contenu 1 à 2 fois par mois, sur des thèmes variés, et souvent des sujets de société ou culturels. Afin d'aller plus loin, je vous ai également mis les sources en description, que ce soit les études, les références ou les vidéos. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, et je vous souhaite une excellente journée ou bien soirée. Je vous dis à très vite sur Interférence.